Attention les gars, vous allez voir une chose absolument incroyable. Je me suis coupé les cheveux. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 6e ronde du tournoi fédéral 2022 en ce 28 mai de l'année passée. Alors comme vous l'avez vu, j'ai 2 sur 5, je n'ai plus le droit à l'erreur, je dois tout tenter pour aller chercher 2 victoires pour pouvoir avoir les 4 points qui me permettraient de gagner le trophée réservé aux joueurs avec plus de la moitié des points. Alors, je mange du coup quelque chose, et puis j'arrive à l'échiquier, je regarde les appariements, je vois que je suis apparié face à Jean-Paul Richard, un joueur de 1832 Hello qui vient du Val de Travers. Donc j'ai les blancs face à lui, il est 14h15 quand la musique se déclenche. Alors oui, c'était assez rigolo comme ils avaient fait les débuts de ronde à Payerne. C'est pas quelqu'un qui gueule dans le micro « Début de la ronde !» Serrez-vous la main, déclenchez la pendule. Non, c'était pas ça, c'était vraiment très sympa. En fait, ils mettaient une musique, et dès que la musique s'arrêtait, ça voulait dire début de la ronde, tu serrais la main de ton adversaire et tu déclenchais la pendule. Ça, c'était assez sympa. Donc, la musique s'arrête, il déclenche la pendule, et je joue E4. Alors, je n'ai pas pu me préparer à nouveau, j'ai tapé son nom dans la base de données, il n'y avait pas de partie. Mais il m'envoie C5. Ok, il m'envoie une sicilienne. Je fais cavalier F3, il joue cavalier C6, je me dis, ah bah peut-être qu'il va faire une dragon accélérée, puis qu'on va l'avoir dans l'autre sens, moi avec les blancs. Et ça pourrait être rigolo, donc. J'envoie des 4, il prend C, prend des 4, cavalier prend des 4, et là, E5, première petite surprise. C'est pas un coup qu'on rencontre souvent. Donc là, je joue le coup que je connais le plus, cavalier B5, et je me dis, ben c'est bien, s'il retombe dans D6, là, je peux jouer comme ceci, cavalier C3, A6, cavalier A3, B5 et cavalier D5. Et après cavalier F6, fou G5, en fait, on aurait retransposé dans une Sveshnikov. Et j'avais joué quelques blitz à midi avec mes amis, avec Matteo notamment. Et puis je me suis dit, ben, on a fait quelques blitz. Lui, justement, Matteo, il connaît beaucoup la théorie. Puis il m'avait dit un petit peu, oui, ça c'est théorique. Donc juste pour montrer encore un peu, après fou E7, on échange le cavalier. Soit on joue C3, soit on joue C4. C3 est un petit peu plus précis. Et après, bon, c'est une partie comme une autre. J'avais remporté ma partie, mais j'avais dû tenter le tout pour le tout hein, face à Matteo. Mais je me suis dit, ok, bon, on a fait un blitz juste avant sur cette ligne. Donc ça peut être intéressant s'il me rejoue D6. Mais non, il ne me joue pas D6, il me joue A6, la calache. Alors je fais cavalier D6 échec, c'est le coup que je connais. Donc il prend, fou prend D6, dame prend D6. Et là, moi j'ai plutôt connaissance du coup dame E7. Mais il me joue dame F6. Et déjà, je dois réfléchir parce que je suis pas dans mes papiers. Ok, bon, je me dis, bon, échanger les dames serait une possibilité, mais vous me connaissez, maintenant, je suis pas un joueur qui aime jouer sans les dames en milieu de jeu. Moi, je préfère du coup garder les dames. Je vois 2 coups en gros qui m'intéressent, soit dame D1 qui est classique, comme finalement dans les Scandinaves avec les noirs, quand on prend dame prend D5, puis après cavalier C3, on recule la dame en D8, je me dis ok, bon, je peux reculer la dame en D1. C'est d'ailleurs le grand coup. Mais j'ai une autre idée dans la tête que je joue dame D2. C'est un coup qui peut paraître très bizarre, mais je me suis remémoré une partie, c'est une partie qui m'avait marqué lors des candidats 2021. C'était une partie d'Alexander Grichuk contre MVL. Il lui avait ensuite lancé B3, fou B2, cavalier C3, grand roc, puis F3, G4. Alors c'était pas tout à fait ça, mais c'est le plan que j'ai. Mais c'est notamment le développement à l'aile dame qui était celui-ci. Alors dans la partie de Grichuk, c'était sur une sicilienne ouverte avec cavalier C3. Et en gros, le fou était venu à H6, il y avait eu du F4. Ça, je vous invite à revoir cette partie. C'était une superbe partie lors des candidats. C'était l'une des plus belles parties qu'il y avait eu. Mais en gros, je me dis, ok, je vais imiter. Je me dis, si Grichuk avait eu un peu cette idée, ça peut pas être mauvais. Et puis je me dis, ben, je vois pas ce qui peut m'empêcher de jouer comme ceci. B3, fou B2 ou fou A3, cavalier C3, grand roc. Alors c'est un peu lent, hein, bien sûr, mais après c'est quand même le développement classique. F3 parce qu'on voudra consolider de façon le pion E4, puis ça aidera à jouer G4, puis H4. Et puis voilà. Il me joue cavalier E7. Alors juste pour montrer justement l'idée, je m'étais dit d'abord dame G6, c'est le coup que j'avais pensé, pour qu'ensuite après cavalier C3, il ait cavalier F6
pour attaquer le pion E4. Et là, j'aurais joué F3. Et là, l'ordinateur, il aime bien cette position, justement. On va pouvoir avancer tranquillement les pions à l'aile roi. Donc tout va bien. Mais il me joue d'abord cavalier E7. Donc je fais cavalier C3. Et il joue dame G6. Et vous allez voir l'importance, en fait. Ce cavalier en E7 m'a un petit peu perturbé. Alors je sais aussi que c'est un des coups théoriques. Je sais que c'est pas un mauvais coup. Mais s'il était venu en F6, j'aurais joué F3 tout de suite. Et là, le fait que son cavalier soit en E7, je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de consolider le pion E4? Je me dis non, pas spécialement besoin, le cavalier protège ce pion. Et je vais le regretter. Alors je me dis, le coup qui est important dans ces ouvertures, dans beaucoup de siciliennes, mais notamment dans cette calache, c'est qu'il ne puisse pas jouer des 5 parce qu'il se libérerait de beaucoup de problèmes. Mais je me dis, ok, j'attaque une fois, deux fois, trois fois, et il ne défend qu'une seule fois cette case. Donc, éventuellement, si on est juste avec un attaquant de plus, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se passer tactiquement, mais c'est rare que s'il y ait deux attaquants de plus qu'il se passe quelque chose. C'est pourquoi moi je joue B3, je me dis ok, je vais développer tranquillement mes pièces, faire grand roc, et après lui envoyer l'attaque sur le roi. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque Jean-Paul Richard m'envoie des 5 sur l'échiquier. Alors bien sûr, ma première réaction, ça a été « Oula, mais il joue ça, mais il a l'air sûr de lui, parce que j'ai deux manières de reprendre, et c'est attaquer 3 fois. » Et ouais, je calcule, forcément, à ce moment-là, je suis surpris. En fait, je m'étais dit, sur F5, j'aurais joué F3. C'était mon idée. Mais en fait, D5. Maintenant, si je fais F3, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Il pourrait déjà jouer D4. Ça pourrait être dérangeant. Mais je me dis, qu'est-ce qui se passe si je prends du pion? Je me dis, ok, donc j'attaque son cavalier. Il va soit le mettre en B4, soit en D4. Et en fait, après cavalier B4, c'est le premier coup que j'avais regardé. Je me dis, ah ouais, non, mais là, c'est fort. Parce que maintenant, j'ai mon pion C2 qui est 2 fois attaqué. Donc le seul coup qui paraît logique pour défendre, c'est fou D3. Mais après, cavalier prend D3, dame prend D3, dame prend G2. Maintenant, je perds le pion G2. Ma tour est attaquée. Seul coup vraiment possible dans cette position, c'est dame E4. Mais par exemple, après dame prend E4, cavalier prend E4, cavalier prend D5. Finalement, j'ai un pion de moins dans cette position. Il y a des fous de couleur opposée. Il n'y a plus les dames sur l'échiquier, donc ça va être compliqué de gagner. Surtout avec du matériel en moins. Alors l'ordinateur, il donne très léger avantage blanc, il dit quasiment nul. Parce qu'après x3, les noirs ont un petit peu plus de peine à roquer. Et on va pouvoir exploiter la colonne G, mais bon. C'est pas une position qui fait rêver pour les blancs. Mais il y a encore plus fort que cavalier B4. Il y a cavalier D4 avec la même idée d'attaquer ce pion C2. Et après fou D3 qui est le seul coup, maintenant dame prend G2. Ça attaque la tour, et ça menace cavalier F3 et fourchette roi dame. Donc seul coup fou E4 pour parer les deux menaces. Mais après cavalier F3, fou prend F3, dame prend F3 et tour G1 pour s'écarter. Oui, là il y a égalité matérielle, mais le roi maintenant il est vraiment dans les courants d'air, la dame qui protège bien, il y a du fou G4 qui peut arriver pour accentuer la pression. Ça fait pas rêver à nouveau. Donc je me dis, ok, prendre du pion, c'est pas possible. Donc j'essaie de regarder qu'est-ce qui se passe si je prends du cavalier. Je me dis, ok, s'il prend de la dame, je peux revenir en E3. Et finalement, ce cavalier en E3 sera plutôt bien placé. Il défend G2, il défend C2, il défend un petit peu les faiblesses et la pression sur laquelle met la dame. Il défend aussi le roi, du coup. Je me dis, ok, ça peut aller. Mais sur cavalier D5, je me dis, ok, cavalier prend D5. Bon, pion prend D5, ça revient sur les mêmes lignes. Mais admettons, dame prend D5. Je m'étais dit, ok, s'il fait cavalier B4 dans cette position, ok, je peux revenir tranquillement dame C4, j'attaque son cavalier. Je peux même, pourquoi pas, jouer dame prend E5, échec. Donc je me dis, ok, son cavalier peut pas vraiment bouger. Mais en fait, c'est là où je me rends compte qu'il faut que je me concentre un petit peu plus entre les coups 7 et 15 à peu près, parce que c'est souvent là que je fais des erreurs un petit peu bêtes. Parce que j'ai pas calculé plus loin, mais fou E6 était très embêtant. Parce qu'en fait, ça me prive de la case C4. Si je vais en D3, qui est la case logique pour conserver la défense du pion E4,
Maintenant, il y a cavalier B4. Regardez, la dame est attaquée, le pion C2 est attaqué, le pion E4 est attaqué. Seul coup vraiment valable dame E2, maintenant que le fou contrôle la case C4. Mais tour C8, ok, on rajoute une pression sur le pion C, C4, et l'ordinateur dit tour D8. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. J'ai un retard de développement assez important. Là, ici, l'ordinateur, il donne énorme avantage pour les noirs. C'est pas forcément visible comme ça parce que j'ai un pion de plus, mais bon, je fais quoi? Difficile à dire. Il y a des menaces. Déjà, je dois garder un œil sur cavalier D3 échec, qui peut arriver. C'est pas simple à jouer. Est-ce que je peux déjà le parer, cavalier D3 échec? Je suis pas sûr. Donc voilà. Donc, sur fou E6, le coup qu'il aurait fallu jouer, ça aurait été dame C5. L'idée de dame C5, c'est ok, on va rendre le pion E4. De toute façon, d'une manière X ou Y, on reperdrait notre pion d'avance. On joue fou E3. Et après, cavalier B4. Là, maintenant, on peut jouer fou D3. Alors, il peut prendre G2, mais on ferait roi D2. Et on arrive à lier les tours et le roi va réussir à se cacher d'une certaine manière en B2. Mais admettons, il échange, cavalier prend D3, C prend D3. Alors, s'il prend D3, on prend E5, donc plutôt prendre G2 avec gain de temps sur la tour. Et après, roi D2. Finalement, une fois de plus, dame D5 est le coup préconisé par l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire, les noirs, ils ont un pion de plus, le roi est au centre, ils auraient plutôt l'attaque. Mais finalement, ce roi en E8 est aussi au centre, et cette dame en C5 est bien placée, parce qu'elle empêche les noirs de roquer. Il y a maintenant cette colonne G en plus qui est ouverte, il peut y avoir du contre-jeu. Donc c'est pour ça que l'ordinateur préconise de jouer dame D5. Si les blancs acceptent d'échanger les dames, ils vont souffrir parce qu'ils ont un pion de moins, il y a encore les tours sur l'échiquier. Mais voilà, bon, ils ont de toute façon pas beaucoup le choix. Hein. Déjà, l'ordinateur, il dit tour H, G1 dans cette position et de contre-attaquer sur le pion G. Il y a un pion de moins, il y a fou de couleur opposée. Là, c'est absolument plus possible de gagner pour les blancs. Donc voilà un petit peu toutes les lignes qu'il y avait à voir. Alors, comme je l'ai dit, j'ai pas vu fou E6. Mais ok, je me dis, dans cette position, après D5, je dois prendre une décision, soit de prendre avec le pion, soit de prendre avec le cavalier. J'ai vu qu'avec le pion, c'était un peu mort, donc je prends du cavalier. Et il me joue quasi tempo, dame prend E4, échec. Et c'était ce que j'avais en tête. Donc je joue cavalier E3, et ainsi mon cavalier défend mes deux faiblesses. Mais il va me jouer le coup qui me faisait peur. Enfin, qui me faisait peur pour gagner surtout. Il me joue dame D4. Et son idée, c'est qu'il attaque la tour en A1. Je peux pas la défendre d'une certaine manière. Sinon, je dois jouer tour B1, mais de toute façon, il pourrait changer les dames s'il le voudrait. Donc j'échange les dames, j'ai pas beaucoup de choix. Dame prend D4 et cavalier prend D4. Ok, ben, je me dis, ok, dans cette position, j'ai eu quand même un petit peu de chance, parce que ça aurait pu beaucoup plus mal se passer que ça. Je me dis, ok, j'ai paire de fou dans une position ouverte, je sais que j'ai un léger avantage. Mais après, voilà, c'est bien joli de dire, ok, la paire de fou dans une position ouverte, c'est avantageux. Faut-il encore réussir à trouver les bons coups, à mettre les problèmes? Et vous allez voir que c'est pas si simple. Je commence par jouer C3. Je me dis, ok, ce cavalier est bien placé. Je vais d'abord le chasser. Il revient en C6. Et je me décide à jouer fou A3. Ça, je dis, ok, le fou est bien placé, il met une pression. S'il roque, il s'autoclouera le cavalier à la tour. Donc il décide de continuer son développement par fou E6. Et là, j'avais hésité entre plusieurs coups. J'ai vu que cavalier C4 pouvait être intéressant. Mais je me dis cavalier C4, après grand roc. Je me dis, ok, cavalier D6, échec. Vient en C7, il attaque deux fois mon cavalier, donc je fais grand roc et je protège le cavalier. Je me dis, ouais, c'est bien, il est joli ce cavalier en D6. Mais est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? J'ai pas vraiment cette impression. Je me dis même qu'il me manque un petit peu d'espace. De toute façon, s'il veut, il joue cavalier C8 et il remplace la pièce. Donc je me dis, ça vaut pas vraiment la peine. Et puis venir en B6, ce serait inutile, parce qu'après roi C7, le cavalier devrait reculer. Mais sinon j'ai fou C5, mais là il peut y avoir des signaux tactiques, ça peut être dangereux. Donc je me dis, au lieu de jouer cavalier C4, et qu'après B5 je perde un temps, enfin d'abord grand roc, puis après B5, je me dis, je vais d'abord prendre le contrôle de cette colonne D, ça va l'empêcher de roquer sur l'aile dame. Et j'hésite, est-ce que je fais grand roc ou est-ce que je fais tour D1?
j'ai décidé de jouer tour D1. Et c'est un peu idiot parce que Grand Roc était plus fort. Après, les tours seraient plus facilement liés. Mais je me suis dit, le roi, il faut qu'il soit plus proche du centre. Mais en fait, qu'il soit en E1 ou en C1, d'une certaine manière, il peut s'approcher de la case E4 en un même nombre de coups. 1, 2, 3, ou bien 1, 2, 3. Il peut s'approcher avec le même nombre de coups. Et après, je me suis dit aussi, en E1, parce qu'il y a une des règles, en finale, qui dit qu'on doit plutôt garder le roi du côté où on est minoritaire avec les pions. Donc là, il y a 4 pions contre 3. Pour ainsi éviter en finale qu'on se prenne un pion passé, le roi doit rester de ce côté. Ok, bon après ça c'est des détails à nouveau. Ça, les top grands maîtres comprendraient les petites nuances. Moi je n'ai pas le niveau pour ça. Mais je me dis ok, bon tour D1, bon c'est pas une erreur, hein, c'est juste que Grand Roc était un petit peu plus précis. Et il joue B5, bien joué. J'ai plus l'accès à la case C4. Et je me dis ok, maintenant ce fou, faut que je lui trouve une bonne place. Je me dis, ok, la grande diagonale, elle est quand même intéressante maintenant qu'il a joué B5. Donc j'ai 2 solutions en 2 coups pour y arriver. Enfin 3, mais la troisième compte pas vraiment. Parce que fou D3, fou E4, il y a F5 quand il veut. Donc c'est plutôt fou E2, fou F3. Ou bien G3, fou G2. J'opte pour la deuxième option. Je joue G3. Je me dis, le fou en G2 sera quand même un peu mieux placé en F3 parce qu'il va à un moment ou à un autre pousser ses pions. Et sur E4, en F3, mon fou serait contre-attaqué. En G2, bah, il serait pas contre-attaqué. Donc je pourrais jouer autre chose si je le voudrais. Donc je fais G3. Il joue tour D8. Ok, il échange d'une paire de tours. Je prends. Tour prend D8. Roi prend G8. Roi prend D8, pardon. Fou G2. Et il vient en C7. Ok, je vois son idée. Sa tour, maintenant, il va l'activer en D8. Je dois faire de même. Je joue Roi E2 et j'essaie de contester cette colonne ouverte. Et après tour D8, on est au 20e coup. Jean-Paul Richard me propose nul. Et là, c'est un moment qui est dur quand même. C'est dur parce que j'arrive pas à voir si je vais gagner cette partie ou pas. Je sais que je suis légèrement mieux, mais que c'est dur, que c'est dur. Et voilà, je me dis, est-ce que je prends tous les risques quitte à perdre? Si je perds beaucoup d'élo à nouveau. Comme je l'ai dit, je suis déjà en négatif et un petit bout. Alors hier, j'ai pu remonter un petit peu, mais déjà la partie du matin m'a fait perdre 2 élos vu que j'ai fait nul contre quelqu'un d'un peu moins fort que moi sur le papier. Donc je suis à moins 15 à ce moment-là. Si je perds, je suis à moins 30, moins 35. Oui, je prends une sacrée claque. Mais d'un autre côté, je me dis ouais, mais si tu prends pas de risque, bah tu l'auras pas ta médaille. T'auras pas ton trophée. Donc je me dis écoute, très bien, analyse la position, ta paire de fous. Bah tu prends cette paire de fous et puis tu vas aller la chercher cette victoire. Je me dis ça finalement dans la tête, je refuse le match nul et j'envoie tour D1. Je me dis, ok, quitte à perdre la partie, je tente d'envoyer tout ce que je peux. Et je me dis comme ça, moi, ça peut m'entraîner pour les finales. Je dis, j'ai un léger avantage, à moi maintenant de voir si je peux le faire craquer ou non. Il prend, tour prend D1. Je fais roi prend. Alors, certains diraient qu'il faudrait mieux garder le roi pour le mettre au centre, mais que ce soit le roi ou le cavalier qui prenne, on perdrait un temps d'une manière ou d'une autre à replacer la pièce, que ce soit le roi ou le cavalier. Donc je décide de prendre plutôt du roi. Il joue F5, très bien joué, il avance sa majorité, il va pouvoir jouer E4 et enterrer un petit peu mon fou. Et c'est là que je décide de jouer un coup qui déséquilibre la position. Mettez sur pause, qu'est-ce que vous jouez dans cette position? Moi, j'ai décidé de jouer le coup C4. L'idée, c'est que je veux me créer un pion passé à l'aile dame, et après B prend, je joue B prend également, et j'ai ce pion passé, je me dis ok, les fous sont plutôt bien placés pour escorter le pion, le cavalier peut également venir assez rapidement, le roi peut également se joindre à l'escorte du pion. Il faut que je tente ça. Il faut que je tente d'emmener ce pion le plus loin possible. Il joue roi D7, bien joué, parce que les 2 cavaliers étaient attaqués, maintenant son roi les défend tous les 2. Donc il dit, bah, je peux utiliser l'un de mes cavaliers pour faire autre chose. Typiquement, c'était surtout celui-là qui était bloqué à la défense du cavalier E7. Maintenant, il peut venir en D4 s'il veut. Je joue cavalier D5, je place mon cavalier. Il joue E4. C'est bien joué, encore une fois. Il joue des bons coups. Pourtant, c'est pas des coups qui sont
recommandé parce que là, il met ses pions sur case blanche alors qu'il est possesseur du fou de case blanche. Mais là où c'est bien joué, c'est que maintenant, mon fou de case blanche ne défend plus le cavalier. Donc je dois à nouveau bouger ce cavalier. Je décide de l'échanger. Cavalier prend E7. Cavalier prend E7. Et maintenant, fou F1. Je reviens défendre mon pion C4 qui a été attaqué par le fou E6. Et je me dis, ok, j'ai calculé un petit peu ça. Alors j'ai calculé depuis cavalier D5. Ok, maintenant je vais essayer de monter le roi, d'escorter le pion C4. J'essaie de faire attention aussi à mes pions de l'autre côté. Ok, il revient en C6. Je joue roi D2. Il joue cavalier E5, il attaque 2 fois le pion, ça j'avais vu. Mais j'ai raté quelque chose malheureusement. En fait, j'ai pas le choix. Bon, je fais roi C3, j'ai pas le choix, sinon je perds le pion. Et ce que j'avais vu, c'était cavalier F3 au loin. Je me suis dit, ok, je jouerai H4. Et là, ok, bon, son cavalier est bien placé en F3. Mais il n'y a pas trop de problème. Son cavalier, il est finalement assez loin du pion C. Et en fait, dans cette position, j'ai fait... Ah, mais... Il a cavalier G4, il attaque mes 2 pions. Et en fait, je me dis, j'ai pas le choix de perdre un pion dans cette position. Et sur roi C3, je me dis, est-ce qu'il va le voir? Mais bon, en un coup, ça devient, entre guillemets, simple de voir ça. Il me l'avait dit aussi qu'au début de la variante, il avait vu jusque-là, et il pensait à cavalier F3, cavalier D3, vu la prise en C4, mais qu'il n'avait pas pensé à cavalier G4. Donc, ok. Il joue cavalier G4. Bon, je perds un pion. Alors là, je dois prendre une décision. Bon, je l'avais déjà prise quand c'était à lui de réfléchir. Aussi, en termes de pendule, j'ai beaucoup moins de temps que lui, hein, là. Il me reste 20 minutes contre 30 pour lui. Donc j'ai 10 minutes de moins que lui. Mais là, je décide de jouer une solution qui m'assure la nulle, parce que si je perds un pion, ben là, ça devient compliqué. Il aurait une majorité 4 contre 2. Donc je décide de faire comme ça, fou C5. Alors l'ordi, il préfère plutôt donner le pion F, me demandez pas trop pourquoi, parce que ça libère un pion passé. Je dis ok, fou C5, l'idée c'est que je défends plutôt ce pion, quitte à perdre un des deux, autant perdre le pion H et ne pas lui créer un pion passé immédiatement. Et sur cavalier prend H2, mon idée c'est fou E2. Maintenant mon fou domine le cavalier, et s'il replace son cavalier quelque part, ce qu'il a fait, il a joué cavalier F3, ben j'échange, fou prend F3. Et après E prend F3, on se retrouverait encore dans une position de fou de couleur opposée. Après fou F3, je propose nul à mon tour. Parce que je sais que maintenant je ne peux plus rien faire. J'ai essayé, j'ai voulu créer du chaos. Ça n'a pas marché, il a très bien joué. Et c'était assez rigolo parce que je l'ai senti à son faciès qu'il a fait... en mode, oui, sans doute c'est nul, c'est fou de couleur opposée. Mais il m'a dit, ouais, allez, je vais essayer. Et il a pris le pion. Okay. Mais il a raison, hein, c'est lui qui a un pion de plus. Et ok, moi j'ai quand même dû réfléchir comment est-ce qu'il peut avancer ses pions. Là j'ai décidé de jouer A4 et on va mettre cette position parce qu'on va arriver dans une finale qui est assez instructive. Comment est-ce que je peux empêcher mon adversaire de se créer un pion passé? Je me suis dit, ok, mon idée, ça va être de rapatrier le fou en E3, de mettre le roi en D4, de mettre le pion sur C5, sur case noire, et si je peux, soit mettre le fou, enfin plutôt le mettre en F4, pour qu'il ait contrôlé la case H2. En gros, c'est ça les idées. Je vais montrer avec quelques cas pratiques. Admettons qu'il essaye de jouer G5, qui serait un coup logique. On avance sa marée de pion. Je ferai fou E3. S'il fait G4, je peux déjà faire fou G5, mettre le fou en H4 et il sera bien implanté. Après, alors peut-être pas tout de suite fou G5 d'abord, plutôt A5 d'abord. Comme ça, mon pion est sur case noire. Et après, je ferai fou G5. Et vous verrez l'idée, en fait. Le but, c'est que le fou contrôle à la fois la case H4 et la case D8, où il pourra défendre sur les deux ailes. Mais ça, on va voir ça plus en détail dans une prochaine variante. Donc, admettons plutôt qu'il joue H6, un coup qui paraît logique, qui défend le pion. Mais maintenant, j'ai roi D4. Et il ne peut pas m'empêcher de venir en E5, d'une manière ou d'une autre. Même s'il fait roi D6, je fais C5 échec. Et sur roi C6, roi E5.
mon roi va finalement réussir à pénétrer. Et son roi, lui, bah, il n'entre pas très facilement sur l'aile dame. Ce qui fait qu'ici, je vais pouvoir... Je sais pas si je peux aller chercher les pions, mais en tout cas, je ne peux rien faire si je veux. Genre juste faire des allers-retours avec le fou. Et puis voilà, alors à un moment, il faudra quand même que je fasse attention si ces pions passent. Mais voilà, je me dis, finalement, mon roi, il est actif. Déjà, j'attaque son fou. Ok, donc ça, c'est la première idée. Maintenant, on va voir l'une des lignes de l'ordi, sur F4. Alors l'idée, c'est qu'on pourrait éventuellement prendre le pion G, prend F4. C'est possible, mais il faut être précis, parce que maintenant, le pion H peut partir. Et là, il est important de jouer fou D4, H4, et là, très important, coup intermédiaire F5. On attaque le fou, et après, fou prend F5, fou prend G7, et les noirs n'ont juste pas le temps. On peut jouer fou E5. On va pouvoir revenir en G3, et on voit le socle qu'il y a entre le pion F et le fou. Et le roi, finalement, va pouvoir tranquillement le mettre en B4, le pion en A5, et juste faire des allers-retours avec le fou, fou H2, fou G3, etc. Si le roi s'éloigne un petit peu trop, on va pouvoir... Si le roi, donc, il part par là, ben, avec notre roi, on va pouvoir jouer de cette manière-là, avancer le pion passé. Donc, on arrive à tenir assez facilement cette position. Mais il faut juste bien voir ici le coup F5 intermédiaire. Maintenant, je vais vous montrer la ligne de l'ordinateur sur F4. L'ordinateur, il joue fou D4, H5, roi D3, fou F5 échec, roi D2, G5, donc il commence à avancer ses pions. Il joue fou F6, G4, et maintenant A5. Et l'idée, justement, que je voulais montrer, admettons, on échange les pions, F prend, on se dit, mais c'est pas mal, finalement, la position des noirs, parce qu'ils ont ce pion qui est passé, ils peuvent peut-être tenter un jour un H4 pour dévier le pion G et puis jouer G3, mais en fait, ça ne pourra jamais arriver. Pourquoi ? Parce que si vous avez regardé ma vidéo sur les fous de couleurs opposées, vous comprendrez ici que les noirs n'ont pas la possibilité de chasser les blancs sur case noire, parce qu'ils ont seulement la possession du fou de case blanche. Et les cases clés sont sur case noire. Donc là, maintenant, je vais juste avancer un peu. Admettons fou E6, il attaque le pion C4. On n'est même pas obligé de le défendre. On joue juste roi E3, fou prend C4, et... je sais pas, admettons fou H4. Et le problème qu'ont les noirs dans cette position, c'est qu'ils peuvent rien faire. Si ils jouent roi C6 dans l'idée d'aller chercher le pion A, on va juste revenir en D8. Et s'ils tentent de plutôt venir de ce côté-là pour escorter, ben on va faire des allers-retours entre D8 et H4. On va juste attendre paisiblement sur cette diagonale. Et il n'y aura aucun moyen pour les noirs d'escorter le pion. Et ils ne peuvent pas non plus passer pour escorter le pion F. Au pire, on ferait roi F2. Mais ils n'ont aucun moyen d'évoluer. Donc c'était nul. Mais il fallait quand même être assez précis. Et dans mes calculs, je m'étais dit, ok, si j'arrive à pousser le pion sur A5, comme ça mon pion serait sur case noire, j'avais grosso modo vu que le pion pourrait aller jusqu'en H3 et que j'arriverais à l'arrêter en H2. Et là, c'est assez rigolo ce qui se passe, c'est qu'il va craquer, il va faire une erreur, il va jouer H6. Et là, moi, je suis surpris quand je vois cette position. Je fais ok, mais il faut F8. Et je regagne tout de suite le pion. Et là, bon, il a rigolé. Puis bon, après G6, bon, il m'a proposé nul. Alors je me suis dit, un petit moment euphorique, est-ce que maintenant, vu qu'il a fait une erreur, est-ce qu'il y a une possibilité? Mais très vite, je me calme, je me dis, écoute, non. C'est fou de couleur opposée, il n'y a absolument rien à faire dans cette position. Donc voilà, match nul. Donc 2,5 points sur 6. Donc l'objectif de ramener le trophée est échoué. Mais bravo à mon adversaire, Jean-Paul Richard. Je vais vous montrer le rapport de partie. Ah, il y a ce petit pic dans l'ouverture, c'est quand il a joué D5. Finalement, il avait eu sa chance à ce moment-là. Mais par la suite, c'est plutôt moi qui avais les clés. Mais c'était compliqué, vous l'avez vu. Alors, un top grand maître aurait compris comment est-ce qu'il fallait se faufiler. Moi, j'ai pas été assez précis, je n'ai pas la carrure d'un grand maître. Mais surtout, ce que je voulais voir, c'était la précision. Les deux, on a joué à plus de 90% de précision. Moi, je fais encore une partie à 93. Donc, 2 parties aujourd'hui à 93% de précision. Et pourtant, insuffisant pour gagner. Ça montre quand même que mes adversaires ont eu un très très gros niveau aujourd'hui. J'ai peu de regrets sur la partie, parce que le regret que j'ai, c'était l'ouverture, à nouveau comme ce matin en fait. Chaque fois, les 2 parties, c'est à l'ouverture que je fais de bêtes erreurs.
Mais voilà, puis je voulais remercier Jean-Paul Richard s'il voit cette vidéo, parce que il a été très très sympa, parce qu'il était avec des amis du Val de Travers. Ses amis voulaient partir parce que il y avait la finale de la Ligue des Champions le même jour, et lui il a dit oh tant pis, j'analyse avec lui et puis je reprendrai le train pour rentrer. Donc, du coup on a pris notre temps d'analyser, c'était très très sympa, on a pu échanger un petit peu. Et puis voilà, bon, je vais pas mentir que sur le trajet de retour, je prends le train, je suis quand même déçu. Parce que c'est pas le tournoi que j'aurais voulu faire. C'est un tournoi où je dois me battre pour sauver des points. Alors que j'aurais préféré justement être un acteur quand même un petit peu plus important. Alors je dis pas, hein, jouer le titre de champion fédéral, ça c'était hors de portée. Mais là, j'ai envie de dire pouvoir affronter des 2100, leur poser éventuellement des problèmes, voir ce que je valais. Et en fait, je me retrouve face à des 18-50, 19 à faire des parties où je dois limite sauver des nuls. Donc voilà, ma foi c'est comme ça, hein, tout ne se passe toujours pas comme prévu. On aurait pu se dire, je disais lors de ma 7ème partie contre Mike Jagger que j'avais le sentiment d'être euphorique, que je gagnais tout. Là, ben, très vite ça peut tourner parce que j'avais pas forcément un manque de confiance en arrivant. Il y a eu cette première journée, ça a tout changé. Mais ok, je regarde les appariements pour le lendemain. Et je vois que j'ai un petit peu de chance, je double les blancs, du coup je vais jouer 4 fois les blancs dans ce tournoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer dans cette dernière ronde? Est-ce que je vais gagner et du coup sauver le tournoi? Ou est-ce que je vais perdre? Est-ce que je vais m'écrouler? Est-ce que je vais me mettre en position latérale de sécurité dans mon bureau? Et ben vous le saurez dans le prochain épisode. Ciao ciao à tous!